Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres. Au Mali, le Front social est en ébullition depuis la mise en place du nouveau gouvernement. Issa Kaoudjima, coordinateur général de la CEMAS, nous donne son point de vue. Vous aurez dans cette édition les explications du directeur national de l'urbanisme et de l'habitat sur les conditions d'obtention d'une parcelle au Mali, ainsi que les procédures. Djadji Sako, directrice générale de l'ANASER, envisage d'instituer l'éducation à la sécurité routière dans le système éducatif. C'était là pour vous le sommaire de cette édition. Chers téléspectateurs, merci d'avoir choisi LTV pour vous informer et bienvenue. Comme annoncé dans les titres, le Front social est en ébullition depuis la mise en place des autorités de la transition. Tous les secteurs de l'État sont presque paralysés dû à la multiplication des grèves. Suivons ensemble ce qu'en passe Issa Kaoudjima, coordinateur général de la CEMAS. Je pense qu'on fait de la sensationnelle. Sinon, en réalité, la centrale syndicale, en l'occurrence l'UNTM, la première force centrale syndicale, comme vous l'avez dit, dans le pays, certes, mais en termes de légitimité, je pense que cette grève est politique. Elle n'est pas conforme à l'intérêt du pays. Les syndicats en Afrique sont connus pour leur engagement pour défendre des intérêts des travailleurs qui étaient opprimés par les colonisateurs. Et nous avons continué avec le syndicalisme sans faire de véritables réformes. L'économie au Mali est détenue par des nationaux, des Maliens. Et les employés de l'État ne représentent qu'à peu près 70 000 personnes, tous secteurs confondus. Alors que les Maliens, dans les secteurs vitaux de l'économie, c'est les opérateurs économiques, ceux qui sont dans les grandes activités, des opérateurs économiques, ou bien même ceux qui sont des opérateurs économiques non négligeables, mais dans le secteur informel, ils sont les principaux pourvoyeurs des ressources de l'État et le monde paysan à travers les cotoculteurs. Mais ce que nous remarquons aujourd'hui, ce sont ces employés de l'État qui veulent axifier l'État au motif des revendications. Les revendications doivent être conformes à une logique d'intérêt national. Les syndicats contribuent à la richesse nationale. Si, un exemple, pour illustrer mes propos, pendant les 7 ans du régime corrompu de Ibeka, si les syndicats avaient contribué à l'essor économique, à l'améliorer les ressources de l'État, et dire qu'en 7 ans, on est passé de 1000 milliards à 2000 milliards de ressources, alors nous exigeons que conformément à l'augmentation de la richesse nationale, il faut améliorer les conditions des travailleurs. Cela est compréhensible. Alors que ce régime de faim qui a contribué à la déliquescence de l'État et à mettre à genoux le pays, centrales syndicales et UNTM n'ont pas montré cette férocité contre ce régime corrompu d'Ibeka, mais aujourd'hui, ils sont dans une dynamique de renverser la transition. C'est une grève politique. Parce que chaque fois, quand ils n'ont pas un rôle ou ils n'ont pas de positionnement, alors ils font chanter l'État. Vous pensez aujourd'hui que c'est responsable de dire que nous avons paralysé l'État. Nous avons fait à quelques 3 jours de grève, l'État a perdu 7 milliards. Dans un pays où vous n'avez plus de sécurité, où l'administration est décrochée pratiquement sur 70% du territoire. Aujourd'hui, les gens meurent tout près de nous, à Ségou, dans la zone de Farabougou. L'insécurité s'est généralisée. Et on n'appuie pas l'État pour faire revenir l'État là où l'administration n'existe pas. Mais aujourd'hui, on parle de revendications, d'harmoniser. Et surtout, ce qui est aberrant,
Vous savez qu'en 90, on parle de ceux qui ont parlé ils parlent de personnes qui ont été compressées. Mais l'ajustement structurel, l'INTM a été associé en 90, dans les années 80. L'INTM a participé à ces négociations d'ajustement structurel par la Banque mondiale et le Fonds au temps de Moussa Traoré. Et quand c'est les mêmes qui ont soutenu ces politiciens de 91 pour renverser Moussa, mais en réalité, l'INTM était dans le coup. Pour les récompenser, ils étaient dans le CTSP. Et puisqu'ils n'ont pas joué un rôle au renversement de la suite logique de 91 qui est IBK, maintenant ils veulent alors rébelloter la transition. Je pense que c'est une faute politique de leur part et qu'ils se détrompent. Cette révolution n'est pas le coup d'État de Aya Sanogo. Et s'ils continuent à croire que leur merde de grève pensent qu'ils vont résoudre le problème alors qu'ils sont en train d'enfoncer les travailleurs, mais ces travailleurs que nous respectons beaucoup, mais s'ils ne travaillent pas, ils vont vivre leur famille comment? Et s'ils pensent qu'ils mettent l'État à genoux, mais ils vont disparaître. Sans État, ils ne sont rien. Donc, ils ne feront chanter personne. Et moi, j'en veux à Bandaou. Je ne sais pas si vous pouvez faire passer l'élément, mais j'en veux à Bandaou. Bandaou doit profiter de cette situation pour exiger un contrôle physique. Il y a milliers de fonctionnaires aujourd'hui qui sont dans l'administration avec de faux diplômes. Certains n'ont même pas respecté les critères de recrutement, mais ils sont dans l'administration. Et tous ces gens, il faut faire des contrôles physiques pour les débusquer et permettre aux jeunes qui aujourd'hui n'ont pas d'emploi. Et il y a beaucoup de ces syndicalistes-là qui ont dépassé les limites d'âge avec des faux papiers qu'ils ont introduits dans l'administration, que nous savons, qu'il faut aujourd'hui les débusquer et les mettre dehors. Bandaou doit être courageux. Il a tenu des propos courageux, mais il doit agir ferme. Le pays a besoin de cette fermeté. La transition n'est pas là pour faire vraiment de l'amusement. Et il faut vraiment arrêter cette soi-disant grève. Quand je vois un parti comme Parena, par exemple, Djigiba dire que où on est là, où on est où là. Mais qui était le dernier ministre des Affaires étrangères de IBK? C'est pas Djeblé? C'est pas Djeblé qui comptait les morts ici? C'est pas ça. C'est-à-dire que ce sont les anciens amis de IBK, les anciens porte-parole de IBK, les anciens ministres de IBK, les anciens protégés de IBK qui pensent aujourd'hui qu'il faut faire le coup de 2012. Parce qu'ils ont torpillé cette transition, parce que c'était un coup d'État classique. Mais cette fois-ci, ce n'est pas un coup d'État. C'est le peuple qui a mis leur régime corrompu dehors. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de coalition de partis politiques responsables et patriotes. Mais c'est la coalition des anciens amis de IBK qui veulent coûte que coûte saborder cette transition et pour qu'ils gardent la main. Ce n'est que ça. Le parti qui a soutenu, qui continue de soutenir ce régime que le pays a vomi, mais ce sont eux. Et aujourd'hui, ils veulent se regrouper, ces anciens amis de 91, ce mouvement dit démocratique-là, qui a plongé le pays dans le chaos, qui pensent aujourd'hui et que c'est eux seuls qui sont dignes de gérer ce pays-là. Mais il faut que le pays tourne leur page. C'est tout. Sinon, il y a beaucoup de partis politiques qui ne sont pas dans leur logique. Moi, je suis d'accord que dans la forme, qu'on envoie des correspondances pour les demander de donner leurs représentants, dans la forme, on est d'accord. Mais dans le fond, on ne changera rien. S'ils veulent qu'ils prennent, s'ils ne veulent pas, le pays va avancer. On s'est conformé à la logique. Nous avons dit, tout Malien, Malienne appelé de l'intérieur comme c'est établi de diaspora, toutes les forces sociales, pour nous, ce n'est pas une question de nom ou rentrer ou ne pas rentrer. Nous sommes dans la dynamique de soutenir la transition pour sa réussite. Donc nous allons non seulement soutenir, et nous allons nous impliquer dans le CNP pour que les réformes demandées, souhaitées, puissent être alors appliquées. Parce qu'aujourd'hui, sans réforme, on n'ira nulle part. Et tout le problème du Mali, si vous voulez changer la loi, il faut réformer la Constitution. Si vous voulez remettre en cause certaines institutions inefficaces, ce qui ne sert à rien, tel que, par exemple, je prends, qui est politique d'ailleurs, la haute cour de justice, ça sert à quoi? La cour, comment on appelle ça? Les collectivités, ça sert à quoi? Absolument à rien.
l'État même pratiquement n'existe même pas sur 70% du territoire. Quand vous prenez le Conseil économique et social, ça sert à quoi? Ce n'est que des budgets et qui pour entretenir des gens, alors qu'en réalité, le pays a besoin aujourd'hui de la sécurité pour la paix. Le pays a besoin de créer des emplois pour les jeunes. Le pays a besoin d'aider le monde paysan pour vraiment sortir des difficultés. Également annoncé dans les titres, les litiges fonciers au Mali sont au cœur des problèmes de la communauté. Les terres font l'objet de convoitises dans tous les centres urbains et périurbains avec leur lot de conflits sociaux. C'est dans ce cadre que nous avons tendu notre micro au directeur national de l'urbanisme et de l'habitat, Al-Maïmoun Ag Al-Mustafa, afin de connaître la bonne procédure d'obtention d'une parcelle ainsi que les difficultés auxquelles la dite direction fait face. Et bien sûr, les textes prévoient des sanctions. Et en effet, il y a des procédures pour être attributaire d'un espace. Parce qu'au Mali, en général, on dit que la terre, c'est pour l'État. La règle au Mali est que toutes les terres qui n'ont pas fait l'objet d'attribution spécifique appartiennent à l'État. Et pour bénéficier de cette attribution, il y a des procédures. Et toute personne qui aura violé ces procédures est passible des sanctions prévues par la réglementation. Bon, il y a différentes manières d'attribuer les terres. L'attribution peut se faire par cession directe et cette procédure, c'est au niveau du service des domaines. C'est eux qui, à travers l'autorisation du représentant de l'État, cèdent une parcelle. En langage courant, on dit que les domaines m'ont vendu tel espace. Il y a l'affectation qui se fait à partir d'un dossier préparé par les domaines et soumis au Conseil des ministres. Donc c'est le Conseil des ministres qui décide d'affecter une parcelle à un individu, à une collectivité ou à l'État lui-même à travers ses services. En réalité, l'affectation se fait dans un cadre d'intérêt public. C'est dans un cadre d'intérêt public que l'affectation se fait. Une autre forme pour disposer d'un terrain, c'est la location. La location que les gens appellent le bail amphithéotique, bail en tout cas, par la procédure de bail. Une autre forme, c'est les concessions rurales. Les concessions rurales, c'est en fait une attribution provisoire. Vous avez besoin d'un espace pour mener une activité liée à l'agropastoral. Vous demandez, l'instruction se fait par les domaines, mais l'attribution est faite par le préfet ou le sous-préfet, le gouverneur, en tout cas les représentants de l'État, avec un seuil pour chacun d'entre eux. Par exemple, de 0 à 2,5 hectares, c'est le sous-préfet qui doit donner ça. De 2,5 à 5 hectares, c'est le préfet. De 5 hectares à 10 hectares, c'est le gouverneur. De 10 hectares, ainsi de suite. Les autorités d'attribution, c'est suivant des seuils bien déterminés. Et en fait, cette attribution ne peut se faire qu'après l'avis d'un certain nombre de services. Ces services, ils sont au nombre de 4. Il y a le service de l'urbanisme qui doit donner son avis par rapport aux vocations des terres. Il y a le service des domaines, il y a le service du génie rural et il y a le service des eaux et forêts. Si un seul de ces 4 avis est négatif ou n'est pas favorable, la concession rurale ne peut être donnée.
Donc voilà les formes dans lesquelles un individu, une collectivité, une association ou même l'État peuvent acquérir les terres. Maintenant, il y a l'acquisition de parcelles spécifiquement à usage d'habitation. Cette acquisition se fait à travers des opérations de lotissement. Pour procéder à un lotissement, il faudrait bénéficier de l'espace que vous voulez lotir. Il faudrait qu'il soit votre propriété à travers un des modes, que ce soit par cession ou par affectation. Voilà. Pour lotir, il faut obligatoirement être propriétaire à travers une cession ou une affectation. En ce moment, vous pouvez lotir votre parcelle en parcelle à usage d'habitation. Et ça, c'est le lotissement, c'est une opération d'urbanisme. Une autre opération d'urbanisme consiste à diviser un espace en moins de 5 parcelles. C'est aussi une opération qui demande aussi que vous soyez propriétaire avant de procéder à ça. Maintenant, plus de 5 parcelles, vous tombez dans le lotissement. Et ce qui est dit, c'est qu'il faut, pour bénéficier d'une parcelle à usage d'habitation, il faut être dans le besoin et en faire la demande auprès des autorités chargées d'attribuer. Voilà. Donc, en ce moment, l'autorité chargée d'attribuer, quand elle recense un certain nombre de demandes, de besoins en parcelle à usage d'habitation, si l'espace lui appartient, elle peut procéder à un lotissement. Pour faire un lotissement aussi, il faut bénéficier de l'autorisation préalable de lotir délivrée par le directeur régional de l'urbanisme de la zone où vous vous trouvez. Ensuite, il y a les études techniques qu'il faut mener. Ces études techniques sont réalisées par un professionnel qu'on appelle l'urbaniste. Ces études sont contrôlées et validées conformément à la réglementation. Une fois validées, en relation bien sûr avec les autres services techniques, ces documents sont transmis au gouverneur s'il n'y a pas de problème, au gouverneur de région, pour délivrer l'autorisation définitive du lotissement. Une fois que cette autorisation est délivrée, le lotisseur, c'est-à-dire celui qui procède au lotissement, doit réaliser la viabilisation qui est retenue dans son document. Il doit obligatoirement réaliser les opérations de viabilisation. Une fois ces opérations réalisées, il demande un certificat de viabilisation qui est délivré par le service de l'urbanisme. Ce n'est qu'après tout ça qu'il peut mettre les parcelles à la disposition des demandeurs. Il vend à qui il veut, voilà, conformément à la réglementation. Voilà comment on peut bénéficier d'une parcelle à usage d'habitation. Donc, toute opération qui est faite en dehors de ces procédures édictées est irrégulière. Et quand c'est irrégulier, effectivement, l'État prévoit des sanctions, telles que toute parcelle, je peux parler d'une sanction, qui est que toute parcelle créée en dehors de ce cadre-là est sanctionnée par une amende allant jusqu'à 2 millions par parcelle créée. Et tous ceux qui auront contribué à faire une opération comme ça sont passibles des mêmes sanctions. Et il y a des peines d'emprisonnement aussi. En réalité, les services de l'urbanisme, au service de l'urbanisme, il revient de constater sur le terrain l'effectivité de l'opération et d'endresser un PV qui est transmis aux tribunaux qui sont chargés
de juger, de sanctionner, d'appliquer les sanctions. Les difficultés, elles sont nombreuses. Elles vont d'abord de l'insuffisance du personnel. Ensuite, la qualité même de ce personnel. Je crois qu'il n'est un secret pour personne qu'aujourd'hui, l'administration malienne fait face à un problème de qualité. Et ensuite, il y a les moyens. Les moyens, il faut dire qu'on a difficilement les moyens de nos missions, qu'ils soient logistiques ou financiers. On a des étendues très larges qu'on doit couvrir. On n'a pas les moyens pour faire ça, ni en personnel, ni en logistique, ni en finance. Ensuite, il y a l'incivisme des citoyens. Il y a l'incivisme des citoyens parce que beaucoup connaissent les textes, peut-être beaucoup aussi ne connaissent pas, mais en fait, aujourd'hui, je crois que le Mali aujourd'hui est un vieux pays de plus de 60 ans, ou près de 60 ans, et on doit comprendre que pour tout acte qu'on doit poser, il y a une réglementation à respecter et on sait où est-ce que cette réglementation doit se trouver. Ça, il faut que les citoyens comprennent qu'en nation civilisée, tous les actes qu'on doit poser sont réglementés. Et avant de poser un acte, il faut se renseigner. Voilà ce que je dois faire. Quels sont les actes qui sont liés à ce que je dois faire? Vraiment. Or, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les gens se lèvent, ils font des choses sans se renseigner. Souvent aussi, ils le font sciemment. Ils le font sciemment. Il y a au Mali aujourd'hui, il y a des gens, il y a des associations qui sont organisées pour faire la spéculation foncière. C'est des organisations aujourd'hui qui existent, qu'il va falloir trouver les moyens de démanteler. Ça, il y a des organisations qui se plaisent dans ça et qui le font sciemment, la spéculation foncière, en violant toute réglementation. Et très souvent, ce n'est pas par méconnaissance. Voilà, donc, on a ces problèmes d'incivisme auxquels on fait face. On a aussi une autre difficulté qui consiste à ce que, en réalité, il faudrait que les structures de l'État parviennent à collaborer, qu'on sache que tout ce qu'on est en train de faire, on poursuit le même objectif, qui est quoi? Servir le citoyen malien dans tous les secteurs. Donc, chacun dans son secteur donné doit donner la main à l'autre pour parvenir à donner satisfaction à nos concitoyens. Dans une interview exclusive qu'elle nous a accordée, la directrice générale de l'Agence nationale de la sécurité routière, ANASER, revient sur les missions et les perspectives de sa structure. Elle se prononce également sur les relations de l'ANASER avec d'autres services impliqués dans la lutte contre l'insécurité routière au Mali. Elle est au micro de Seydou Maman Sidibé et Djakarija Damili. Question très importante. Et en fait, la sécurité routière n'a pas commencé avec l'ANASER. Je pense que très tôt, les plus hautes autorités ont pris conscience de l'importance de la sécurité routière. Parce que quand on parle de route, il faut la réglementer. Il faut que l'ensemble des usagers se retrouvent sur cette route et puissent rouler en toute sécurité et sans problème. Et donc, c'est parti du constat qu'il y a beaucoup d'accidents de la circulation routière et malheureusement beaucoup d'accidents mortels et beaucoup d'accidents qui font des blessés graves. Donc bien avant la naissance en tout cas la création d'ANASER,
déjà les autorités avaient pris conscience du problème et avaient déjà commencé au niveau de la structure chargée des transports, avaient déjà commencé à parler du sécurité routière. Pour rappel, on a célébré, en tout cas on a organisé la Semaine nationale de la sécurité routière du 16 novembre au 21 novembre dernier, donc tout près. Et cette décision de consacrer une semaine à la sécurité routière a déjà été prise en 2002. Donc la NASER n'existait pas encore parce que la NASER a été créée en 2009. Donc en 2002, les pouvoirs publics ont pris conscience de l'importance de réglementer la circulation routière, d'où la décision concernant cette semaine de sécurité routière. Et ensuite est venue la NASER et le code de la route. Donc tout ça, c'est vraiment pour sécuriser au maximum les usagers de la route. Les usagers de la route, on retrouve les automobilistes, mais pas que, les motocyclistes, et surtout qu'on voit quand même que c'est un phénomène grandissant. Il y a beaucoup de motos dans nos villes. C'est aussi les piétons, c'est donc les usagers vulnérables, que ce soit les enfants et les personnes âgées. Et c'est aussi les vélos, c'est aussi les tricycles, autre phénomène qui est venu plus tard. Donc c'est toute l'importance que les plus hautes autorités en tout cas ont accordé à la sécurité routière. La NASER a pour mission principale de promouvoir la sécurité routière et de renforcer la sécurité des usagers de la route. Donc en fait, la promotion de la sécurité routière, souvent les gens disent que la NASER ne fait que de la sensibilisation, mais c'est ça le cœur de notre métier en fait. Nous n'avons pas le pouvoir de sanction qui est déjà détenu par les forces de sécurité qui sont la police et la gendarmerie et qui ont des unités en leur sein qui s'occupent de la circulation routière. Donc nous n'avons pas ce pouvoir-là. C'est pour ça en fait quand on a pensé que c'était nécessaire parfois d'accompagner ces unités-là sur le terrain, d'où mes sorties sur le terrain, pour justement amener une dose de sensibilisation. C'est que la NASER est dans son rôle de sensibiliser toujours, et ça passe par les médias, ça passe aussi par le terrain. Donc c'est renforcer la sécurité des usagers de la route aussi. Ça part du constat que quand il y a un problème d'insécurité qui est décelé sur une route ouverte à la circulation routière, nous devons soit de régler ce problème d'insécurité ou bien de nous référer à la structure qui est chargée de cette question-là. Et d'où l'interaction avec d'autres structures de l'État que sont la Direction nationale des routes et aussi ces directions régionales, et que ce soit au niveau de la police aussi, donc le contrôle et la gendarmerie, mais aussi les collectivités. C'est que souvent on a tendance à oublier les collectivités, mais on travaille avec les collectivités parce qu'en fait les routes appartiennent en général aux collectivités. Nous, toutes les interventions que nous faisons sur la route, que ce soit au niveau de la libération de domaine routier, tout ça participe du travail de quelqu'un d'autre, mais en fait, on vient pour renforcer toujours la sécurité des usagers de la route. On s'occupe de la route, donc il faut qu'on soit sur la route. Et donc, c'est le terrain qui commande, en fait, au final. C'est vrai que tout le travail de conception doit se faire dans le bureau, mais quand on veut s'assurer de l'impact que nos actions, en tout cas que les activités que nous menons sur le terrain. Donc il faut qu'on aille sur le terrain pour vérifier cela. C'est vrai qu'avec mes équipes, j'ai beaucoup mobilisé mes équipes cette année à aller sur le terrain parce que je me dis il faut qu'on aille au contact des usagers de la route. Parce que c'est bien de parler à travers les médias, que ce soit la presse écrite, la télé ou la radio, mais c'est aussi bien d'aller à leur contact, de les sensibiliser davantage, et d'où le terrain. Donc nous allons toujours aller sur le terrain. Tant que les gens vont continuer à circuler sur la route, nous devons être à leur côté pour encore plus leur faire prendre conscience des dangers de la route et aussi de l'observation des règles de sécurité pour justement éviter ces dangers et les conséquences dramatiques que nous connaissons souvent. Il y a une interaction entre nous et d'autres structures parce que la NASER en fait vient en dernier si on veut. On vient pour assurer la sécurité des usagers de la route. Donc souvent la route elle est faite par une structure qui au Mali c'est la Direction nationale des routes et ses démembrements et aussi les collectivités. Donc nous venons en dernier.
donc pour promouvoir la sécurité des usagers de la route. Et cette coordination, en fait, la NASER, c'est comme un peu une structure de coordination. Parce que, comme je l'ai dit tout tantôt, donc on travaille avec et la police et la gendarmerie d'un côté, mais on travaille aussi avec la Direction nationale des routes, parce que la NASER est présente même au niveau de la conception, en fait. Donc tout ça, c'est dans l'intérêt des usagers de la route, parce qu'il y a toujours l'aspect sécurité routière qui est traité par la NASER, et ça se fait dans un cadre consolidé. En tout cas, ça se fait dans le cadre des projets qui sont menés par d'autres structures. Les accidents d'abord, et surtout faire baisser le nombre de morts et des blessés graves sur nos routes. Donc nous allons, je pense, renforcer la sensibilisation et le contrôle sur l'observation des règles de la circulation routière et sur le respect strict du code de la route. Le mot que je vais donner aux usagers de la route, c'est toujours d'être prudent. D'être prudent, parce que la route, c'est un espace pour circuler, mais ce n'est pas un espace pour jouer. Mais malheureusement, ça peut aussi tuer. Donc évidemment, nous devons être prudents quand nous sommes sur la route, et surtout quand on est en conduite, et se mettre dans la disposition et ne pas être distrait par autre chose. Et surtout aussi la courtoisie, parce que souvent, on le constate tous dans nos villes, les gens sont trop pressés. On ne se cède pas la priorité, alors que bon, cela fait partie de la conduite en fait. Donc, et parfois ça amène à des conséquences graves, parce que juste on n'a pas voulu céder sa priorité à quelqu'un qui a voulu forcer. Donc et aussi vraiment le respect strict du code de la route. Le code n'a pas été imaginé comme ça, c'est que ça part d'un constat. C'est que quand on donne une route, on ouvre une route à la circulation, il est important de préciser des règles pour que chacun se retrouve et que tout se passe dans des bonnes conditions, que chacun puisse circuler en toute sécurité sans problème. On n'emprunte pas nos routes pour être blessé ou mourir. Souvent, c'est le seul moyen, c'est le vecteur en tout cas pour toutes les activités économiques, santé et tout ce que nous voulons. Donc nous souhaitons vraiment que les gens soient prudents et observent les règles de la circulation routière. C'est le seul moyen de nous protéger des dangers de la route. Et surtout, aux motocyclistes, de porter le casque. Parce que c'est seulement le casque qui peut nous préserver d'un traumatisme crânien. Donc, nous ne sommes pas en train de parler dans le vide. Et c'est pour ça, dans le cadre de la Semaine nationale de la sécurité routière, nous nous sommes fait accompagner par des médecins pour montrer la réalité d'un accident. C'est quand il y a un accident grave, souvent traumatisme crânien, et surtout essayer d'établir des statistiques au niveau des décès d'accidents de motocyclistes et qui sont souvent causés par des traumatismes crâniens. Donc, nous allons toujours appeler les gens à la vigilance, à la prudence et à la courtoisie. Ainsi prend fin notre édition d'aujourd'hui. Un grand merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur La Liberté Télévision.